Les Baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Au sein des sommets enneigés des Alpes françaises, les grands alpinistes ont ouvert et escaladé des voies mythiques, tandis que les plus jeunes et les moins expérimentés ont pu goûter l'air particulier qui règne en contrebas du Mont Blanc. Pourtant, là-haut, les êtres humains accrochés aux parois sont aussi fragiles que neige au soleil. Un mauvais geste, un décrochage de pierre ou une avalanche emportent en un instant les corps vers le bas. Des femmes et des hommes viennent alors à leur secours. Gendarmes, secouristes, pilotes et médecins coordonnent les actions et les gestes pour sauver ceux que la montagne surprend. C'est le travail de Sonia Popov. Médecin à Chamonix depuis de nombreuses années, elle participe quotidiennement à des sauvetages. Mais l'imprévu peut toujours survenir, même pour ses équipes les plus expérimentées. Alors, je viens d'abord des Pyrénées à l'origine. Donc, j'ai commencé le secours en montagne dans les Pyrénées ariégeoises. Où à l'époque, le PGHM était en train de se monter. Après, je suis allée travailler sur le site de Josier, qui couvrait notamment les gorges du Verdon. Et puis, je suis arrivée en Haute-Savoie, donc dans les années 98 à peu près. Et j'ai commencé par faire des gardes, mais sur la partie départementale du secours en montagne. La Haute-Savoie, c'est très montagneux, mais c'est divisé en 3 secteurs. Donc il y a la partie département basse, la partie département haute et la partie massif du Mont Blanc avec la haute montagne. Donc là où il y a les glaciers, là où il y a des grandes parois, là où les secours sont réputés pour être plus techniques d'un point de vue alpinisme. Sur le massif du Mont Blanc, c'est plus compliqué de médicaliser parce que on peut être dans une crevasse, on peut être dans une paroi. Et donc ces secours techniques, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique du massif du Mont Blanc. C'est vrai qu'ici, le massif du Mont Blanc, l'activité du PGHM de Chamonix, c'est pas mauvaise réputation que je voudrais employer comme terme, mais il y a quand même souvent des gens qui meurent en montagne et il y en a un petit peu plus ici qu'ailleurs, faut le reconnaître. Donc il y a cette connotation qui fait que quand on commence à faire du secours ici, on est un petit peu impressionné d'arriver dans cet endroit. On n'arrive pas là par hasard. Il faut déjà être un urgentiste aguerri, c'est-à-dire pouvoir pratiquer la médecine d'urgence en extra-hospitalier avec le plus d'aisance possible. Et puis après, il faut être à l'aise dans le milieu montagne et à l'aise dans le milieu haute montagne pour pouvoir pas perdre ses moyens à se gérer soi-même et plus pouvoir gérer son blessé. Et il faut aussi ne pas être un poids par rapport donc aux 2 secouristes qui interviennent avec nous, parce que ces gens-là, eux, ils ont la technicité du secours à gérer. Donc il faut qu'ils puissent avoir confiance en nous, qu'ils soient sûrs qu'on fasse pas n'importe quoi. Si on doit se vacher, s'accrocher sur un relais, sur une main courante pour se sécuriser, évoluer corde tendue sur un glacier, enfin, il faut qu'ils puissent avoir un minimum confiance en nous. Donc, il faut remplir ces critères. Et une fois qu'on a rempli ces critères, après, il faut être quand même choisi par les équipes qui sont en place, parce qu'il faut pouvoir bien s'intégrer. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis fait très, très discrète. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé. Je suis quelqu'un de très calme. Donc, le fait d'être là, ça les apaisait, ça les tranquillisait, de voir que j'allais gérer la victime.
en train de le rappeler parce qu'il il fait route sur Anterne, là. Ouais. Il venait de décoller de... Et donc apparemment l'alpiniste est inconscient. Donc là on prépare vite le matos, il y a l'hélico qui nous récupère. On va se faire treuiller dans la voie et puis on verra ce qu'on fait sur place. Et on se rend sur place à la DZ des Bois, donc c'est à Chamonix. C'est le lieu où sont basés les hélicos. Dans ce lieu, il y a le détachement aéroporté de la gendarmerie, le DAG, où se trouve le pilote, les mécanos, le pilote de garde, les mécanos. Et il y a les machines, bien sûr. Et il y a un local où se trouvent les secouristes, avec tout le matériel de secours. Dans ce local, il y a tout le matériel médical qui va nous servir en secours. C'est du matériel qui se veut le plus léger possible, le moins encombrant possible. Après, dans le centre de la ville, à Chamonix, vous avez ce qu'on appelle le PGHM, qui est en fait le lieu où arrivent les appels. Cordial pour la DZ, il y aurait une entorse au refuge de Placé. Les appels peuvent arriver soit par téléphone, soit par radio. Quand c'est des professionnels qui sont munis de radio, qui sont dans la montagne, les guides ou l'hiver, les pisteurs secouristes sur les pistes. Ils arrivent donc au PGHM qui est dans le centre, qui n'est pas sur la DZ des Bois où on est basé. Donc il y a un gendarme secouriste qui prend l'appel, qui prend les coordonnées, le lieu où se passe l'accident et qui nous retransmet après l'appel. C'était l'été, la météo était bonne. Ça devait être fin de matinée, début d'après-midi. C'est pas moi qui ai pris l'appel, mais je me souviens très bien qu'à l'appel, il y avait une notion de gravité. C'est un guide qui passe l'alerte, donc les guides sont formés à passer des alertes, des bilans, et donc à l'alerte, en général, quand il nous dit que c'est grave, on sait que c'est des gens qui ont l'habitude de gérer quand même du stress. On sait que c'est un bilan qui est plutôt fiable par rapport à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la montagne, qui va plus facilement se retrouver en stress dépassé et qui va de toute façon toujours tout trouver très grave. Un guide avait donc dévissé en paroi et qu'il était pendu au bout de sa corde, inconscient. Donc il y avait une notion d'inconscience, de chute en paroi, pendu au bout de la corde. Ça faisait beaucoup de critères pour dire qu'il fallait y aller. Dans la face du Grand Capucin, qui est un immense monolithe de granit magnifique, dans la Combe Maudite, qui porte bien son nom, on va dire. Et c'est donc dans une paroi très verticale. On savait que ça allait être compliqué d'accès, qu'on n'allait pas forcément pouvoir être élitreillé sur la victime. Hein. Quand c'est comme ça, on est treuillé donc sur un relais choisi par les secouristes et après on accède en rappel à la victime. Il y a la manip du treuillage qui est très technique quand la paroi est verticale et ça c'est le boulot du pilote et du mécanicien treuilliste. Quand c'est pas trop grave, on fait des dégagements d'urgence. Les secouristes y vont tout seuls, ils sortent la victime et ils nous les amènent sur une zone plus simple pour les médicaliser. Sachant qu'on savait que c'était dans une voie du Grand Cap, on savait que ça allait être un secours technique, mais moi j'ai d'emblée dit qu'il fallait effectivement essayer d'amener le médecin au plus près parce que ça me paraissait vraiment grave. Alors on est tous très concentrés, on communique entre nous, mais on est tous très concentrés sur ce que chacun va avoir à faire. Donc le mécano, il voit avec le pilote la quantité de kéro qu'il va mettre dans la machine, parce qu'il ne faut pas que la machine soit trop lourde quand on a des treuillages techniques à faire. Donc ils mettent la quantité nécessaire et suffisante. Ils ont aussi une réflexion par rapport aux conditions de vol, savoir s'il y a du vent sur place. Donc ça c'est souvent l'appelant qui nous donne les conditions de vol sur place, la visibilité sur place. Les secouristes, eux, ils ont du matériel à prendre.
Donc ils réfléchissent le nombre de relais, de rappels, de longueur de corde, etc. Et moi, je réfléchis par rapport à l'état supposé de la victime, ce que je vais prendre comme matériel médical, sachant que je ne vais pas amener 3 valises comme en ce mur routier et que là, il faut que je parte light, mais avec l'essentiel, sans oublier ce qui va me manquer. En gros, c'est toujours ça le dilemme. C'est de partir léger pour pas avoir plein de sacs à treuiller en paroi. On n'a pas de place. À chaque fois, c'est des treuillages supplémentaires, c'est de la prise de risque supplémentaire. Donc en fait, on est tous concentrés sur notre partie. Les pioches, tu les laisses, Lily ? Quoi ? Les pioches ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là ? Apparemment, ça a dévissé dans le personne qui bouge, donc on va essayer de faire vite. Voilà. Je m'attends à faire plutôt des gestes de sauvegarde au niveau de la paroi, sauf si j'ai une petite vire. Donc une petite vire dans une paroi verticale, c'est éventuellement un endroit où on peut poser le corps et où moi je peux me poser ou au moins m'asseoir dans mon baudrier pour pouvoir faire un geste qui sauve. Par exemple, ça serait là essentiellement intervenir sur une ventilation, quelqu'un qui ventile plus. L'idée, c'était d'aller faire un bilan rapide des lésions pour voir, comme il faisait très beau, comment être le moins délétère par rapport à la victime. Donc là, l'idée, c'était d'avoir l'essentiel, mais pas trop de volume et pas trop de poids pour pouvoir l'amener avec moi au treuillage dans la paroi. Donc en gros, je pars avec un sac, là, ce jour-là, dans la paroi, qui est pas très lourd, qui fait une 20aine de kilos, pas plus. Il y a de quoi éventuellement, ce qu'on appelle un tube laryngé, de quoi sauvegarder les voies aériennes supérieures, le temps de l'amener en sécurité, de quoi immobiliser un rachis cervical s'il y a un trauma crânien grave, de quoi mettre une voie veineuse. Donc nous, on met ce qu'on appelle des cathéters bouchés. On ne branche pas forcément de perfusion parce qu'on les arrache sur des secours hyper techniques comme ça. Et l'idée, c'est de le mettre, si on peut, à plat dans une perche pour mettre en sécurité son rachis. Et si on ne peut pas mettre la perche, on met ce qu'on appelle un KED, qui est un système d'immobilisation qui respecte l'axe tête-cou-tronc pour ne pas mobiliser la colonne vertébrale, essayer de protéger la colonne vertébrale. L'idée, c'était de faire tout ça. Ce qui est pas grand-chose, mais dans les conditions dans lesquelles on les fait, devient très compliqué à faire, en fait. Tu as pris le KED ? Tu vois ça comment ? Qui est 200 mètres sous le sommet, apparemment qui a dû rester accroché et qui bouge toujours. Didier, il nous prend à 3 avec le médecin, puis on fera une dépose au couvercle. On va charger la machine. À l'époque, c'était l'Alouette 3, en haute saison sur la base héliportée de Chamonix. Il y a 2 machines de garde. Il y a une machine de la gendarmerie et il y a une machine de la sécurité civile 1 semaine sur 2. Et cette semaine-là, c'était l'Alouette qui s'appelle Dragon, c'est les noms de code des hélicos de la sécurité civile. Dragon 74, puisqu'on est dans le département 74, qui était de garde. Sur la partie massif, sur la partie du département, il y avait le C145, le nom de code c'est Chouka, qui était de garde pour la partie haute du département avec un équipage donc de la gendarmerie, pilote et mécano, plus des secouristes aussi de la gendarmerie et un médecin département. Donc là on prépare vite le matos, il y a l'hélico qui nous récupère, on va se faire treuiller dans la voie et puis on verra ce qu'on fait sur place. L'Alouette, qui était une vieille dame, bien plus poussive que le C145. Moi j'aimais beaucoup cette machine. Il y avait une grosse bulle avec beaucoup de plexi, une vue panoramique magnifique dans cette machine, mais avec un tableau de bord, archaïque. Si on devait la comparer à l'EC, c'est tout plein d'électronique avec des boutons partout, des voyants lumineux partout, 4 pales. C'est un hélicoptère beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, avec 2 turbines. Il n'y avait qu'une turbine sur l'Alouette. Il n'y avait que 30
30 mètres de câble, un câble non débrayable, donc on ne pouvait pas accélérer et décélérer au treuillage, donc des temps de treuillage beaucoup plus longs, et que 30 mètres de treuillage pour 90 mètres sur un EC. L'Alouette, on ne pouvait pas la charger, elle était moins puissante, sinon elle ne pouvait pas monter. C'est pour ça que je dis que c'est une vieille dame poussive, mais qui avait d'autres qualités. On monte. La DZ des Bois, donc c'est à la sortie de Chamonix quand on monte vers Argentière. Et là, pour accéder à la Combe Maudite, c'est vraiment sur le haut de la Vallée Blanche. Donc on remonte en fait la mer de glace. En gros, on vole au-dessus de la Vallée Blanche. Sur la gauche, on laisse les drues, l'aiguille verte. Sur la droite, les aiguilles de Chamonix. On voit au loin le refuge du Couvercle. Après, il y a le refuge de l'Envers des Aiguilles, le refuge du Requin. Et on remonte vers le Gros Rognon. Puis après, on se dirige vers ce Grand Capucin, qui est vraiment un des endroits mythiques pour l'escalade, pour les grandes voies. Et cette Combe Maudite où il y a des crevasses, des cathédrales de glace enfouies qui font 50 mètres de profondeur, des centaines de profondeur. Donc c'est gavé de crevasses à cet endroit-là. On fait le tour d'abord pour repérer l'endroit où on va devoir se rendre. Une fois qu'on a repéré le lieu, on va repérer le lieu où on va déposer le matériel et moi et le premier secouriste pour alléger la machine. On fait un camp déporté, une DZ déportée. Comme l'Alouette, c'est une machine qui n'est pas très puissante, on me pose à un endroit avec du matériel pour pouvoir aller treuiller le plus légèrement possible, avec une machine la plus légère possible, pour le pilote, une meilleure maniabilité, pour aller faire un treuillage technique en paroi. Une fois qu'on a repéré ce lieu, qui doit être un lieu qui est sécurisé aussi, on ne peut pas nous poser n'importe où sur le glacier, sachant qu'il y a des trous partout. Alors, c'est pas un endroit où je vois ce qui se passe. Par contre, à la radio, j'ai une radio sur moi, j'entends les manips qui se passent et j'entends que le premier secouriste, puis après le deuxième secouriste sont sur la vire, puis après ils disent c'est bon, vous pouvez aller chercher Sonia, quoi. Et donc ils arrivent sur le glacier, là où je suis, et ils me prennent avec mon sac pour aller me treuiller au niveau du Grand Capucin. Là, il y a Poutsi qui est au relais, il y a le gars qui est pendu au bout de sa corde, là je vois du sang partout. On est sur zone, c'est bon, on va attaquer les treuillages. Ok, je te laisse bosser. Donc il faut s'imaginer une paroi verticale avec un hélico qui est maintenu en stationnaire devant la paroi, avec le plus de stabilité possible pour amener au bout de 20-30 mètres de treuil le premier secouriste qui va aller s'accrocher sur un relais qui est dans la paroi. Là, le mécanicien treuilliste est très important. C'est lui qui dirige le pilote, qui est aveugle sur ce qui se passe en dessous, qui lui dit où se trouve la queue, où se trouvent les pales, où se trouve aussi le secouriste qui est en train d'être treuillé et qui lui annonce encore 10 mètres, tête au patin, si la tête est au niveau du patin de la machine, encore 10 mètres, vacher relais pour qu'il se détache, pour que la machine puisse s'écarter pour aller chercher le secouriste suivant. On est tous équipés d'un baudrier, puis on a ce qu'on appelle des longes sur le baudrier pour pouvoir s'accrocher après à la paroi. Il y a toujours 2 longes. Donc pour être élitreuillé, il faut s'asseoir au bord de la machine, la porte étant ouverte. Donc on s'imagine bien qu'on ne va pas s'asseoir comme ça sans être assuré. Donc on est accroché dans la machine par une longe déjà. Et après, on va s'accrocher au treuil. Une fois qu'on est accroché au treuil, on va pouvoir se détacher de la machine. On doit toujours être attaché à quelque chose en montagne pour être en sécurité. Une fois qu'on est attaché au treuil, le mécano annonce qu'on est prêt à être élitreuillé.
au pilote qui lui voit rien, hein. Lui il est aux commandes et donc là ils vont commencer à nous descendre. On nous sort de la machine, on commence à nous descendre à distance de la paroi. On nous amène à proximité de la paroi, puis après on va se stabiliser au niveau de la paroi pour finir de nous descendre à bonne longueur pour arriver pile poil sur le relais. Et là, les secouristes, donc on est tous en liaison radio avec le mécano. C'est son équipier, ça? Ouais, bravo Lima pour Crampon Renard. Si tu peux poser le mec sur le glacier plus haut, sur le névé. Pour annoncer au mécano qu'on se rapproche, puis il est convenu de certains signes, on écarte les bras quand on se rapproche à quelques mètres de l'endroit où on va devoir se détacher. Et évidemment, on ne se détache pas de la machine tant qu'on n'est pas vaché à la paroi. Il y avait un petit temps délicat parce qu'il faut rester le moins longtemps possible accroché et à la paroi, au relais, et à la machine. Parce que si la machine est en difficulté pour une raison X ou Y, il faut qu'elle puisse dégager de la paroi. Et il ne faut surtout pas, quand elle dégage de la paroi, qu'on soit encore attaché au treuil et à la paroi. Ça pourrait arracher le relais et mettre la vie en danger des secouristes. Allez, go! C'est parti! Allez, allez! Bloc! Et là, j'arrive et je vois effectivement dans cette phase qui fait plusieurs centaines de mètres, deux petits bonhommes au milieu de la paroi. Je vois l'endroit où se trouve l'accordé qui est en difficulté. Ils sont tout petits dans la paroi. Je me dis, ok, mais c'est très beau, il fait très beau. Il y a du monde un peu dans toutes les voies dans le massif du Mont Blanc ce jour-là, parce que quand il fait beau, il y a du monde ici, c'est très fréquenté. Et j'arrive donc près d'eux, en bout de câble, et je leur tends donc ma longe pour qu'ils puissent m'accrocher à la paroi. Et je leur tends ma longe d'une main. Et je suis, mais je pense, à peut-être 50 cm de la main du secouriste. Et j'attends qu'il m'ait vaché pour me détacher, en fait, du treuil. Et je sens que la machine repart. J'étais stabilisée à leur hauteur et je prends un énorme ballon, en fait. Je pars dans le vide et je fais comme une grande... comme de la balançoire au bout du câble. Donc j'ai évidemment pas eu le temps de donner ma longe. J'ai à peine le temps de voir le regard des deux secouristes qui n'ont pas pu attraper ma longe. Et là, je me balance au bout de la machine et je sens une petite odeur de brûlé, de pierre de briquet. Dans mon esprit, à ce moment-là, je me dis que je pense à mes deux collègues secouristes. Je me dis, j'ai peur pour eux, moi, parce que je pense que comme on était très près de la paroi avec le souffle de la machine, je pense qu'il y a une chute de pierre et que c'est pour ça que l'hélico a dégagé de la paroi. Et donc je me balance comme ça pendant un long moment, ça m'a paru très très long, au bout de la machine. J'ai mon sac entre les jambes, vaché avec moi sur le treuil. Et puis je vois et en fait je regarde en fait en bas et je regarde la paroi. Et on s'éloigne de la paroi vraiment beaucoup. Je continue de me balancer. On se rapproche progressivement du sol, mais très lentement. Et je regarde toujours vers le bas, peut-être attiré vers le bas, vers le vide. Et puis le ballon finit par s'arrêter. Je suis donc statique au bout du câble, et là je sens des vibrations dans le câble. Et là je sais que c'est pas normal par contre. Je réalise qu'en fait l'hélico a certainement un problème important, et que très probablement on va se crasher en fait.
Et là, c'est très très bizarre les réflexions qu'on a. Dans ma tête, c'était pas prévu que je me crache ce jour-là. Du coup, je reste assez calme. De toute façon, je peux rien faire, hein. Je suis attachée à un câble. J'ai pas peur non plus. Et en fait, j'ai mon esprit qui se met à fonctionner hyper vite. Je me souviens que dans les procédures, quand il y a une charge au bout du câble et que la machine est en difficulté, on doit percuter le câble, c'est-à-dire on doit le couper. Il y a un système pour couper le câble et larguer la charge. Donc je me dis, ils vont couper le câble, sauf que la charge aujourd'hui, c'est moi. Donc je me mets en tête qu'ils vont faire ça, mais que comme on est quand même des équipes très soudées, qu'on s'entend très très bien, ils vont peut-être essayer de le faire au dernier moment pour que ma chute soit moins haute. Il y a des centaines de mètres encore à ce moment-là, et sous moi. Et en dessous de moi, je vois la Combe Maudite avec ses énormes crevasses. Et je me dis, bon, s'ils arrivent à me larguer dans un endroit où il y a de la neige, de pas très haut, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Et je réfléchis, est-ce que je garde mon sac qui pourrait amortir ma chute, ou est-ce que je largue mon sac qui peut peut-être, au contraire, comme il est lourd, accélérer ma chute. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire comme action à part ça. J'ai une pensée pour mon fils qui a 3-4 ans et je me dis, je peux pas mourir, c'est pas possible, je n'ai pas dit au revoir à mon enfant, à mon fils, donc on peut pas mourir sans dire au revoir, ça se fait pas. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais c'est la seule pensée que j'ai eue, que je pouvais pas mourir parce que je pouvais pas quitter cette terre sans dire au revoir à mon fils. Et puis, pendant que je réfléchis, le sol se rapproche de plus en plus et je regarde toujours vers le bas. Le sol se rapproche quand même vraiment beaucoup. Et là, je me dis, moi qui pensais qu'on allait me larguer, en fait, ils vont m'écraser. Parce qu'ils vont se poser, je suis toujours au bout du câble, ils vont se poser sur moi. Et à ce moment-là, du coup, comme le danger dans ma tête vient d'en haut, je lève la tête. Et là, je me rends compte qu'en fait, les 30 mètres, pendant que je réfléchissais, le mécanicien treuilliste m'a remonté. Au lieu de percuter le câble, ils ont remonté les 30 mètres. Pendant ce temps-là, le pilote a maintenu la machine en vol pour permettre au mécanicien de me remonter. J'ai la tête au patin, je suis à quelques mètres du sol. Je tends la main au mécanicien, il me prend la main et il me lève, il me jette dans la machine. Et là, je me retrouve dans la machine et je me dis, maintenant, je regarde, je vois la main du pilote qui bouge dans tous les sens pour essayer de maintenir cette machine en vol le plus stable possible. Et je me dis, ok, donc c'est bien ça, la machine a un problème. Et je me dis, bah là, on va s'écraser. Parce que normalement, c'est des mouvements très très fins. Et là, il fait vraiment des grands mouvements. Et je me mets en boule dans le fond de la machine. Je parle pas. Et là, on se pose, mais vraiment en douceur, parce qu'on a des patins sur la machine. La machine glisse sur quelques mètres et elle s'arrête. Et là, ni le pilote, ni le mécano parlent. Et par contre, j'entends le gendarme secouriste qui est en bas à Chamonix, qui n'arrête pas de demander où on est, si ça va. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont vu l'incident. Moi, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et du coup, comme moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, finalement, je ne suis pas sidérée, en fait. Comme j'ai pas vécu ce que eux ont vécu dans la machine.
Et ils répondent pas à la radio. Donc moi, je prends la radio et je leur dis c'est Sonia, tout va bien. Tout le monde est vivant ici, quoi. En fait, pour poser la machine, il est obligé de faire le tour d'un autre monolithe. Et donc, les gens qui étaient dans la paroi ne voient pas si la machine est posée, si elle est écrasée. Enfin, ils nous perdent de vue, les témoins visuels. Et là, je vois le pilote. Je vois Richard descendre de la machine, sauf qu'on est posé sur la combe maudite. Et je lui dis, mais Richard, il ne faut pas descendre comme ça, il y a plein de crevasses là, c'est super dangereux. Et là, il me dit, après ce qui vient de se passer, franchement, plus rien peut nous arriver. Donc en fait, je le suis, je descends de la machine, et là, on fait le tour de la machine à pied. Et donc, je me rends compte qu'il manque toutes les pales, en fait, sont endommagées. Faut vous représenter une boîte de sardines avec une petite clé là qu'on ouvre. Et en fait, ou comme dans les dessins animés, donc le métal est ouvert, éclaté. Donc on a arraché tout le bout des pales et il a maintenu la machine en vol le temps nécessaire et suffisant pour qu'on me remonte dedans. Et il regarde ça et puis il me dit j'ai touché. Et il me dit que ça, donc là je comprends en fait qu'il a touché parce qu'on était tellement près de la paroi que les pales ont touché la paroi. Et il me dit rien d'autre. À ce moment-là, donc la machine n'est plus utilisable, il y a toujours quelqu'un, il y a encore du monde dans la paroi, il y a 2 secouristes pendus à un relais et il y a toujours une victime qu'il faut secourir. Donc c'est là que l'hélico de la gendarmerie va intervenir, va venir en renfort avec un autre de mes collègues dans la 2e machine, dans le C-145, dans Chouka, pour aller récupérer tous les 2 secouristes qui étaient dans la paroi, le patient qui était dans la paroi, qui entre-temps a repris connaissance, et son compagnon de cordée. Je l'entends à la radio, en fait, que Chouka va intervenir, et ils viennent se poser à côté de nous, avec le blessé, et avec mon collègue, et l'équipage de l'autre machine. Et là, mon collègue a eu un très bon réflexe, c'est-à-dire qu'il m'a demandé si je voulais finir mon secours. Comme moi, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas été sidérée, j'ai pas eu de stress dépassé, de choses comme ça. Donc je suis complètement maître de mes moyens et je dis oui, bien sûr. Donc en fait, je perfuse ma victime sur le plat, là où sont posées les 2 machines. Je lui fais des antalgiques. Il y en a rien ou quoi? Non, t'as pas du scotch? Ah putain. Nickel, ça marche. Tiens, file-moi le scotch là. Je vais le tenir pour l'instant. Vas-y petit, vas-y. Il va se réveiller, hein, d'accord? C'est normal. Ah pardon, oui. Il avait le casque, oui, sûrement. Did he have a helmet? It came off. Ok. Il a chuté, en fait, mais bon, ils sont assurés par la corde. Ils posent ce qu'on appelle des freins ou des coinceurs dans les fissures. Et il peut arriver qu'il y en ait plusieurs qui se dégravent. Donc, en fait, ils peuvent faire des chutes de 10 ou 15 ou 20 mètres. Et dans la chute, il tape avec son casque, donc il perd connaissance. Et il tape sa cheville et il se casse la jambe, en fait. Il est allongé dans la perche, il est conscient. Et donc il est conscient, mais je lui parle peu en fait. Je lui demande où il a mal, on l'examine avec mon collègue. Et c'est moi qui monte dans la machine pour l'amener à l'hôpital de Sallanches où il va être pris en charge pour son traumatisme crânien, sa fracture de jambe. Et sur le retour, l'équipage de Chouka, pour voir, pensant que j'étais pas bien en fait,
me propose un retour par le Mont Blanc avec un posé Mont Blanc pour que je me réhabitue à voler dans une machine, un peu comme une mauvaise chute de cheval. On vous dit qu'il faut remonter tout de suite après, et ben on fait ça pour moi, et donc je fais ça. Donc je repasse par le Mont Blanc, j'arrive à la DZ, mais j'ai pu finir ce secours grâce à mes collègues. On rentre le soir et on est dans la montagne et il y a le soleil qui se couche et on voit la lune se lever et on est là-haut et on voit toute cette montagne, c'est magnifique, c'est énormément de beauté, ça paraît tellement paisible après le chaos de la journée, c'est des moments intenses qu'on partage et où là on regarde, on est dans la machine, on parle pas forcément d'ailleurs, on se parle pas forcément, ces retours magnifiques, ces vols... Bravo Lima pour Cordial, on vient de récupérer les 3 gars indemnes sur l'arrêt des ecclésiastiques. On les a déposés au refuge du couvercle et nous on rentre à la DZ. Un des 3 passera ce soir à la base. Terminé. Et après, par contre, quand on arrive à la DZ le soir, une fois que je suis revenue, une fois que j'ai posé le blessé à l'hôpital, qu'on me ramène avec l'autre machine sur la DZ, là, évidemment, c'est le moment d'échange entre équipes. Tout le monde se parle. Mais on le fait... Bon, là, c'est vrai que c'est un échange particulièrement important. Et puis, finalement, on est tous allés boire un verre ensemble parce qu'on était contents d'être vivants. Et donc, j'ai des témoignages des gens qui étaient des professionnels en entraînement, qui étaient dans les voies à côté, qui viennent raconter comment eux, ils ont vécu en tant que spectateurs... Et là, du coup, en discutant, j'apprends de la part des 2 secouristes qui étaient dans la paroi qu'eux, ils comprennent que l'hélico quand moi j'ai eu peur pour eux, je pensais qu'ils allaient prendre des pierres. Eux, ils comprennent très bien, en fait, que c'est moi qui ai peut-être peu de chance de m'en sortir et qu'eux, ils pensaient qu'ils me reverraient pas, en fait. Et tout le monde s'en sort bien. Grâce à la solidarité de tout le monde, au sang-froid, moi quand même hors norme du pilote et du mécano pour me sortir, me remonter au treuil, l'autre équipage qui est venu, qui me fait confiance pour que je finisse mon secours, et là j'ai un long moment d'échange avec eux, mais à chaque fois qu'on finit des secours comme ça importants, on se parle entre nous, on débriefe nos secours. On demande s'il y a quelque chose où on pense qu'on n'a pas été bon, ou si on pense qu'on a gêné un secouriste, ou si un secouriste pense qu'il nous a pas aidé suffisamment. On échange entre nous. Et ça nous permet de progresser, ça nous fait du bien aussi. Même par rapport au pilote, le pilote, lui, nous, on ne sait pas ce qu'il vit parce qu'on ne peut pas lui parler. C'est un silence absolu dans la machine quand il y a un treuillage. Il n'y a que le mécano qui parle. Nous, on ne se permet pas d'ouvrir la bouche parce qu'en fait, il communique en permanence avec le pilote et après... quand nous, on est au bout du treuil, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Des fois, ils vivent des trucs qui sont chargés d'émotions parce qu'il y a quelque chose qui se passe dont nous, on n'a même pas conscience au bout du câble. Et eux, ils ont vécu peut-être un moment atroce et on ne le sait pas. Donc tout ça, on échange après. Et eux, ils ne savent pas ce qui se passe pendant qu'on est en train de médicaliser la victime. Quand on remonte dans la machine, ils nous disent alors, il est comment ? C'est grave. Ils nous demandent toujours comment vont nos blessés. Donc on leur dit ouais c'est bon, ça va aller, ou on leur dit bah non là c'est mort, ça à mon avis ça va pas bien se passer. On échange entre nous parce que en fait on travaille ensemble, mais il y a un moment donné où on se perd de vue pendant le secours, quoi, tout simplement. T'es content quand t'as fait un truc comme ça, t'as servi à quelque chose. C'est du vrai, ça, c'est pas du virtuel. La pression tombe là. Dès que l'hélico est parti, ça a relâché. Le normal route, voie les Français. Je me suis quand même posé la question de savoir
voilà, je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance aussi et de savoir si je devais continuer vu que j'avais usé d'une de ces chances, si j'en aurais d'autres ou pas. Et puis je me suis pas posé la question très longtemps en fait. Et j'ai tout de suite eu envie de continuer. Parce que, en fait, c'est une passion. Je me suis dit que j'arrêterais quand je le déciderais, ou si la fatalité en décidait autrement, mais que je n'allais pas partir comme ça, alors que ça s'était très bien passé, très bien fini, et pour la victime aussi, puisque c'est quelqu'un qui est guide et qui pratique son métier, qui a pu continuer d'exercer son métier normalement. Donc j'ai continué, mais vraiment je pense parce qu'il y a eu toute cette solidarité, toute cette rééducation au risque derrière, très progressive, que ce soit de la part des gendarmes, des équipages de la sécurité civile ou de la gendarmerie, puis la confiance que les gens m'ont faite aussi. Vous pouvez découvrir ou relire le très beau livre paru chez Paulsen de Blaise Agresti, In Extremis, l'épopée du secours dans le massif du Mont Blanc, ou du même auteur, Une histoire du secours en montagne paru chez Glénat. Un autre ouvrage sur la vie du pilote d'hélicoptère Pascal Brun dans la vallée de Chamonix paraîtra en octobre, toujours aux éditions Paulsen. Les ambiances de cet épisode sont issues du film Sauveteurs des cimes de Gilles Perret, un merveilleux documentaire montrant les visages de ces sauveteurs anonymes, les anges gardiens de la montagne. Les Baladeurs, une série audio Léo Others, écrite et réalisée par Camille Juzo, la musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Gallicani. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une histoire de piraterie dans les mers froides de l'Antarctique. À bientôt.